Encore livre. autre chose, une autre facette. Oui. Il faut se dire aussi qu'on a besoin des autres. Je me suis dit direct, on vise grand. J'ai dit que je ne pleurais Et- pas au début d'épisode. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes témoin d'un nouveau début pour moi, un nouveau chapitre. C'est mon nouveau podcast, cette fois-ci en français. Je sais que Podcast Femme, qui est en créole haïtien exclusivement, les personnes qui sont ici ne comprennent pas nécessairement le créole haïtien. Et c'est un peu difficile pour eux de se retrouver dans ce podcast. Je voulais faire quelque chose qui me permette de me connecter un peu plus à cette population. Et pour ce premier épisode, j'ai avec moi Joanne, mon invitée hyper spéciale, puisque bien sûr, c'est l'invitée du premier épisode. Donc, bonjour Joanne. Bonjour Pam, j'ai toute la pression sur mes épaules là. Comme étant le premier invité, genre je suis en mode, oh mon dieu. Il faut assurer, il faut gérer. C'est ça, je dois tout donner là. Déjà, peut-être qu'il y a certains qui se demandent mais pourquoi tu as choisi Joanne comme première invitée. Moi-même, je me demande pourquoi elle m'a choisi comme première. Mais beaucoup de gratitude, hein, mais Ouais. voilà, pression. Jusqu'à présent, moi-même, je ne sais pas totalement pourquoi c'est toi, mais voilà, c'est toi. Je vais te poser quelques questions qui vont permettre au public de faire plus ample connaissance avec toi. Ceux qui sont en Guadeloupe, je pense que pour la vaste majorité, peut-être connaissent Joanne. Et surtout que, voilà, elle est auteure et tout, elle a écrit un livre. Mon dieu. Mais c'est pas une tournée de presse pour parler de son livre, vraiment, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est surtout elle. Et c'est vrai que écrire un livre, c'est pas rien. Et on va parler de ça. Mais Joanne, je sais que c'est une question difficile. Si je te disais, ben voilà, il faut que tu m'écrives un petit résumé, un petit truc de qui tu es pour une publication, qu'est-ce que tu aurais dit? Waouh. Elle m'aurait dit ça un peu plus tôt, j'aurais préparé quelque chose, mais voilà, c'est bien. c'est l'effet surprise. Alors, j'aurais dit peut-être joie de vivre, bénédiction, parce que vraiment, voilà, on commence le podcast, je commence à pleurer. Mais pour la petite histoire, ma grand-mère, quand elle est décédée, donc ça fait un moment, j'avais 5 ans, l'une des dernières personnes qui a pu la voir à l'hôpital, alors c'était interdit, mais ils ont réussi à me faufiler. Avant de mourir, elle a mis sa main sur ma tête et elle a dit bénédiction sur Joanne. Vraiment. Et toute ma vie, mais si je vous dis, j'ai des frissons toute ma vie, dès que j'ai quelque chose, je dis bénédiction. Je sais que je suis bénie. Et même sur mon Instagram, genre, j'ai écrit bless child parce que je sais que je suis bénie. Et donc ouais, je dirais joie de vivre, bénédiction. Ça veut pas dire que la vie est forcément facile, au contraire. Qui dit bénédiction dit que c'est grâce à ça qu'on arrive à trouver l'équilibre. Et allez, un troisième pour le fun. Éclectique, ouais, je sais pas. J'aime bien. On pense que je suis comme ça, mais en vrai, je suis tellement... Tu sais, comme une boule de disco. Je m'attendais pas à un livre de la part de Joanne, voilà. J'aurais pensé peut-être à un blog qui parle de voyage et tout, si on veut rester dans l'écriture. Ouais. Mais j'aurais pas pensé qu'il y avait un livre derrière. Et ça me plaît en fait. J'aime cette idée de... En fait, on te connaît pas totalement. On te voit d'une façon et on pense que, ouais, Joanne, comme elle aime tellement le fun et tout, donc elle va faire ça ou ça. Mais bam! Elle nous surprend avec un livre. Encore autre chose, une autre facette. Oui, c'est ça, littéralement. J'aime beaucoup ça. Et moi, ce que je pourrais ajouter, c'est vraiment sunshine. Dans le sens où ça brille. Et c'est un peu réconfortant. J'ai dit que je ne pleurais pas au début d'épisode. Ok, merci. Non, mais je sais pas, je vais ouvrir une parenthèse. Joanne et moi, pour la petite histoire, c'est plus le IG friend. Totalement. Genre, on se suit sur Instagram et tout, on se connaissait pas dans la vraie vie. Et parfois, ce qui m'arrive souvent avec mes IG friends, c'est que quand on se rencontre, c'est un peu awkward. Genre, tu vois, tu sais pas trop comment réagir. Est-ce que tu vas vers la personne? Est-ce que tu salues? Et la première fois que j'ai rencontré Joanne, ça s'est fait naturellement. Donc moi-même, je me posais la question, attends, mais c'est elle. En fait, qu'est-ce que je fais? Et elle, c'est comme si on était ensemble hier, en fait. Et je suis venue, ça va, ça va, c'était comme, oui, ok. Et au fait, ça m'avait fait plaisir. Donc, c'était très fluide. Donc, au fait, c'est aussi un talent. Cette capacité-là à juste être à l'aise et, tu vois, le contact humain. C'est un travail, en vrai. Okay. Mais, ouais.
Enfin, quand je dis c'est un travail, j'ai pas toujours été aussi à l'aise avec tout le monde. Il y avait beaucoup de personnes qui m'ont connue avec le mean face, le poker face, parce que c'était juste, tu ne sais pas, justement. Mais oui, maintenant, moi, j'aime les gens, en vrai. Je suis déçue parfois, mais c'est normal, mais j'aime les gens, donc je me dis, bah écoute, on n'est pas là pour longtemps, en tout cas on ne sait pas pour combien de temps on est là, donc essayons vraiment de profiter au maximum. Donc je vais pas être avec un poker face pour être en mode genre, oh je te connais pas, et puis non, je vois qui tu es, ok bah cool, ça va, comment vas-tu? La vibe, on va bien, tout le monde va bien, pourquoi mettre tout de suite une vibe, ok non, je reste sur mes positionnements, c'est en mode, je ne te connais pas, apprenons à se connaître, c'est cool. Donc je pense que ça devrait être ça. J'ai beaucoup parlé là. Non mais tu es là justement pour parler. Déjà. Donc moi je suis quelqu'un, je m'intéresse beaucoup à l'humain. Donc quand je te pose une question, je veux vraiment savoir. Et j'aime les pages sur Instagram comme Humans of New York où on met la photo de quelqu'un et la personne te raconte son histoire. Et pour moi, c'est pas toujours nécessairement quelqu'un de très populaire ou tu vois une célébrité. Je m'intéresse au fait aux gens qui ont leur vie de tous les jours et qui essaient de leur mieux de tout concilier, de faire de leur mieux pour vivre en fait. Et si je vois un truc d'intéressant en toi, donc j'ai cette envie-là de creuser un peu plus et voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Genre, je veux apprendre à te connaître, je veux voir ce qu'il y a derrière. Il suffit vraiment d'une chose en toi qui me parle et qui me plaise, et là, je veux voir ce qu'il y a. Parce que je sens toujours, pour certaines personnes, qu'il y a plus. Genre, c'est comme il y a tout un monde qui se cache derrière toi. Donc, Joanne, déjà, je sais que le livre, ça intéresse beaucoup de personnes. Si ça se trouve, il y a ceux qui, peut-être, ont ce rêve aussi. Et j'ai réalisé que tu parles beaucoup de comment c'est un rêve de petite fille. Et il y a des personnes même qui ne t'ont pas exactement encouragée. Mais tu as pu continuer. Et voilà, le livre est là. C'est concret. Ouais. Donc, comment a été le processus ? Alors le processus, ça fait peut-être 3-4 ans, allez disons 3 ans, où je me suis dit un jour, mais de façon certaine, un jour je vais écrire. C'est pas comme si c'est venu de nulle part, ça a toujours été là. Vraiment depuis petite, j'écrivais des poèmes avec ma maman, j'écrivais des fictions, beaucoup de fictions, j'imaginais plein de choses. Donc j'ai toujours écrit. Je me trouvais pas forcément très talentueuse, parce que forcément quand tu lis énormément, tu vois des choses formidables, tu vois des gens qui ne sont même pas publiés, qui font des choses formidables qui ne sont pas publiées. Donc forcément, tu as la pensée limitante que si ces personnes qui sont si douées ne sont pas publiées, ne sortent pas de livres, qui suis-je moi? Je n'ai pas fait de bac littéraire, tu vois, je n'ai pas le... Comment dire? Le profil. C'est ça, j'ai pas le profil en fait. Je n'ai pas le profil type de la littéraire pour écrire un livre. Mais... je pars du principe que si tu as... Il y a des gens qui te disent si c'est un rêve. Je suis tombée dernièrement sur un audio sur Instagram. Je sais pas si tu vas rappeler. Je sais pas. Je sais plus c'était qui. Et j'ai enregistré l'audio en me disant c'est bon, je vais faire un réel dessus. Mais qui te dit si Dieu t'a mis une graine dans ta tête, un rêve dans ta tête, aussi fou que ça puisse te paraître, c'est que tu dois le faire. Ton travail, c'est d'aboutir à ce rêve. Et il y a 3-4 ans, vraiment, je me suis dit ok, ce rêve est là depuis un moment. Tu n'as pas fait de bac L, tu n'as pas fait... Bref, soit, mais tu vas le faire. C'est passé. On a été au Ghana, donc avec mon mari, il y a 2 ans. Et on a visité en fait un musée qui était génial, enfin qui parle, bref. Un musée génial, il y avait un mur, donc c'était comme un wall of fame, avec toutes les célébrités entre guillemets noires qui ont fait de grandes choses pour la cause noire. Et il y avait un portrait de solitude. Donc solitude, je me suis dit, ah c'est cool, on parle de solitude jusqu'en Afrique, etc. C'est sympa, etc. Moi, j'aimerais bien, en fait, avoir un côté où moi aussi, je transmets, peu importe où sur le globe, de belles histoires. C'est parti comme ça. Et que tu laisses un héritage. C'est ça, c'est littéralement ça. Donc, je laisse un héritage. Donc, il y a 2 ans, j'ai dit ça comme ça. Je travaille, mais tu sais, je travaille dans ta tête. J'écris pas forcément, mais je me dis, ok, je vais faire ça. Et puis, parfois, je prends un cahier. J'écris tel projet. J'avais vraiment plein de projets différents. Mais à un moment, il faut se lancer. Parce qu'avoir plein de projets, c'est bien. Ça, c'est ma spécialité. J'ai plein de projets et je ne me lance pas. Donc, en 2023, donc je me suis mariée fin 2022. Je me suis dit, ok, le mariage, c'est fini, c'est réglé. C'est bon. Maintenant, le projet suivant, c'est mon projet. Qu'est-ce que je fais? J'avais plusieurs projets, je choisis celui-ci. J'ai fait un stage qui était très sur le développement personnel, etc. Pour les entrepreneurs et autres. Donc, quand tu as un projet réel.
il fallait choisir qu'est-ce que tu voulais travailler. Et je me suis dit, ok, c'est bon, je veux travailler en fait mon livre. Ça sera le premier projet de 150 000, mais là, je veux lancer une collection de livres. Et dans ce stage en question, on travaille beaucoup sur la valeur humaine. C'est la valeur humaine, pour moi, c'est très important. Tu peux être quelqu'un de connu et être totalement pourri, entre guillemets, ou inversement, tu n'es pas vraiment connu, mais tu as un cœur en or. Et je trouve ça formidable. Ouais. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me... Et Joanne, au fait, tu aurais pu décider que tu vas écrire un livre, mais tu t'es lancée et carrément, tu as vu une collection. C'est ça. C'est ça, je me suis dit direct, on vise grand. On vise grand. Moi, je veux parler des personnages connus, un peu moins connus, un petit peu pour expliquer le livre et la collection. Connus, moins connus, qui ont pu impacter des vies grâce à une valeur humaine. Parce que pour moi, c'est vraiment important d'avoir des valeurs fortes. Et il n'y a pas une valeur plus forte qu'une autre. Hein. Juste avoir des valeurs dans sa vie, c'est un bon tuteur, entre guillemets. Et il y a tellement de personnes, il y en a des milliers, il y a beaucoup de personnes que j'aimerais en fait rencontrer, dont j'aimerais parler. Il y a beaucoup de valeurs que j'aime, dont j'aimerais parler également, donc je ne pouvais pas faire ça en un livre. Le livre aurait été comme ça, c'est pas possible. Même moi, je ne l'aurais pas lu. Ou j'aurais fini dans 10 ans, j'aurais dit c'est bon, rendez-vous dans 10 ans. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, ok, Joanne, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de rassembler des personnes qui ont l'air éloignées, donc des personnes éloignées sur le globe, même en termes d'époque. Donc quelqu'un qui est né en 1920, quelqu'un qui est né en 1970, disons. Elles ont quoi en commun, à part le fait d'être des personnes noires ? Oui. So what else ? Il y a quoi d'autre ? Elles ont une valeur humaine. Donc, premier livre, on fait une valeur humaine. Deuxième livre, on fera une autre valeur. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah ben, on fait une collection. C'est bon, collection. Et surtout, tu voulais te rapprocher des personnes qui te ressemblent. Exactement, c'est l'idée. En fait, l'idée, c'est de sortir un peu de American Dream, où toutes les personnes qui ont réussi, et là, peu importe leur couleur de peau, c'est vraiment les Américains qui ont fait leur travail. Bon, après la guerre, etc., c'est les super Américains qui sauvent tout le monde, où on les met en position du sauveur ou de l'élite et autres, et qui font de belles choses. Or, en réalité, il y a des personnes tous les jours, dans notre quotidien, qui ont fait des choses formidables. On n'est peut-être pas au courant. Tu as parlé un peu tout à l'heure de... Comment ça s'appelle sur Instagram ? Humans of New York. Human of New York. Donc il y a des personnes qui sont un peu moins connues, mais quand tu lis justement la description, tu vois leur vie, tu te dis waouh, extraordinaire. C'est impressionnant. Ouais. Donc c'est parti de ça, et je me suis dit en vrai, les personnes de notre culture, donc là je parle dans la Caraïbe en général, la Guadeloupe peut-être un peu plus, la Martinique également, on n'a pas toujours de beaux modèles qui nous ressemblent, ou en tout cas qui sont encore récents. Qu'on va parler de la Guadeloupe ou de la Martinique, on va parler tout de suite de Lumina, Sophie, Solitude, etc. On part tout de suite dans un côté l'esclavage, beaucoup de combats. Ouais. Je ne suis pas contre ce principe de parler de combat, non, du tout, c'est bien de connaître, mais il n'y a pas que ça. Et j'aimerais en fait qu'on mette en lumière les réalités d'autres personnes, dont René Reynaud, en l'occurrence, qui est encore vivante, et qui a vraiment eu une vie formidable, qui est une Guadeloupéenne, et peu de personnes, mais vraiment très peu de personnes connaissaient son histoire. Ouais. Donc c'est un peu ça l'idée. En fait, raconter l'histoire de personnes qui nous ressemblent et montrer comment en fait ils peuvent ressembler ou être aussi grands que de personnes comme Rosa Parks. Donc Rosa Parks, René Reynaud, elles ont quoi en commun ? Ce sont de très grandes dames, des époques totalement différentes, mais qui ont fait de grandes choses pour elles, leur famille et leur communauté. Mais tu sais, l'importance même de l'histoire de René, c'est que quand j'ai pris le livre, j'ai pas été lire l'histoire de Rosa Parks parce que voilà, j'ai déjà une idée. J'ai été directe pour lire l'histoire de René. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Au fait, j'aime beaucoup Pointe-à-Pitre. Déjà pour ceux peut-être qui vont regarder la vidéo et qui ne savent pas, je ne suis pas d'ici. Je suis haïtienne et je disais dernièrement que la vie en Guadeloupe, c'est comme si j'étais chez une tante. Donc Haïti représente la maman et Guadeloupe, c'est plus comme une tante. Alors que pour avoir vécu en République dominicaine, par exemple, tu avais plus l'impression que c'était comme, au fait, une belle-mère. Ouais. Mais Guadeloupe, c'est plus comme une tante, une sœur de ta maman, où les gens te ressemblent un peu plus, où tu vois des choses et tu te rappelles de chez toi et tout. Et lire l'histoire de René, ça m'a fait la même impression que j'avais quand j'étais sur une boutique d'antiquité à Pointe-à-Pitre, où j'ai même fait un photoshoot là-bas, où je regardais, je voyais un peu l'histoire de la ville, je voyais un peu, au fait, l'histoire de la Guadeloupe, et je regardais les objets, les assiettes, les tasses, et c'est ce même sentiment que j'ai eu. Donc je regardais les photos, je regardais l'histoire, et j'essayais d'imaginer qu'on me disait oui, donc leur maison c'était à La Roche-sur-le-Cher, sur Pointe-à-Pitre,
Et il y avait la bijouterie. J'essayais d'imaginer tout ça. Et c'était très chaleureux. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Ce qui a aussi attiré mon attention, c'est le fait qu'on parle toujours du tête ensemble, vivre ensemble. Mais clairement, dans l'histoire de René, on peut voir que sa voisine, là, ce sont des choses qu'on ne trouve pas nécessairement de nos jours. On a perdu justement certaines valeurs. Le truc de... Au fait, c'est pas ta famille, c'est pas ta tante, c'est pas ta maman, mais c'est une femme plus âgée que toi qui te prend sous ses ailes. C'est une voisine qui surveille tes enfants peut-être quand tu n'es pas là. C'est exactement ça. Et en fait, quand en anglais on te dit « it takes a village », et c'est ce qu'on voit. Voilà. On voit que, au fait, cette femme qui ne devait rien à René, absolument rien, mais au fait, elle l'a juste adopté dans un certain sens. Et peut-être que c'est la 6e maman, justement. Littéralement. Ça serait presque la 6e maman. C'est presque la 6e maman. Et je me dis que, waouh, au fait, on a vraiment perdu certaines valeurs. Parce que là, on a des voisins qu'on connaît peut-être presque pas. On les voit pas. Et c'était pas toujours comme ça. Et il faut que cette génération puisse comprendre ce côté de l'humain. Parce que des fois, on a tendance à vouloir perdre la confiance dans l'humanité. Il y a tellement de mauvaises choses qui arrivent qu'on se dit, devenu individuel. Où va le monde et tout. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Voici comment les gens, en fait, ils vivaient en Guadeloupe, ils vivaient dans la Caraïbe. Et je pense que ça, c'est important. Je me rappelle quand j'avais entre 6, 7 ou 8 ans, on m'avait offert un livre qui, le titre, c'était « Connais-tu Aimé Césaire ?» Et c'est un livre qui m'a marqué. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment tout ce qu'on disait dans le livre, mais j'ai quand même retenu la négritude. J'ai quand même retenu la négritude, j'ai quand même retenu, ok, Aimé Césaire, Martinique et tout. Donc, j'avais une petite idée. Ça m'a formée aussi en tant qu'adulte. Donc, une partie de la culture que j'ai de certaines choses vient du fait qu'on m'avait offert ce livre justement quand j'étais en Martinique pour la première fois. J'ai vu beaucoup le nom d'Aimé Césaire, déjà l'aéroport même. Oui, totalement. Je te dis, ah ok, donc, j'ai lu quelque chose de concret. Voilà, j'avais déjà l'idée et je pense que ça aide. Ce genre de livre aide et surtout pour les plus jeunes. Donc peut-être que là, disons, s'il y a une jeune, je ne sais pas, peut-être de 15 ans, il y a une tante qui vient et qui t'offre Audace, je dis, mais attends, qu'est-ce qu'elle m'a offert là? Mais peut-être dans quelques années, tu vas te dire... Je suis tellement reconnaissante d'avoir reçu ce livre en cadeau. Mais c'est l'idée, c'est vraiment l'idée. Parce que mon amour de la lecture, comme je te disais, c'est vraiment ma maman. Elle lit les histoires comme tous les enfants, donc elle me lisait des histoires et elle m'achetait des collections de livres. Donc tu as vraiment des grosses collections, c'était Mickey, Minnie, enfin il y avait plein de choses, il y avait des Disney, il y a plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y avait des choses un peu plus profondes, mais tu sais, elle adaptait selon l'âge. Tu vas pas donner tout de suite à un enfant de 5 ans, enfin bref, au début, ce sont des images. Et l'idée justement de la collection Héritage et Valeurs, c'était vraiment ça, enfin c'est vraiment ça. De dire, ok, ça a peut-être touché un enfant parce que je le dis dans l'introduction, c'est censé être un outil familial, un étendard un petit peu, une représentation, on va dire ça comme ça, où ça touche les parents. On n'est pas tous au courant de toutes les histoires, donc ça touche les parents, mais ils peuvent également facilement le donner à leur enfant ou lire ces histoires à leur enfant pour donner, en fait, planter déjà une petite graine. Vous dites, ok, tu as de la valeur, regarde, il y a des gens qui te ressemblent, qui ont fait de grandes choses. Tu vois, c'est vraiment ça en fait, l'objectif. Très tôt, de représenter, de se sentir en fait fier d'être nous-mêmes. C'est vraiment l'objectif vraiment de Héritage et Valeurs. L'idée, c'est pas de se positionner comme nous sommes supérieurs. Non, du tout. C'est juste qu'il y a des enfants, effectivement, qui nous ressemblent et qui ont besoin de représentation, tout simplement. Je veux juste qu'on sache qu'on est très bien, qu'on est parfait comme nous sommes. On n'est pas moins bon, mais on n'est pas meilleur. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus d'une autre personne. Juste ayant conscience en fait de qui on est et de notre valeur en fait. C'est vraiment ça. Donc prendre conscience de notre valeur, se sentir représenté, voir qu'on a fait de belles choses dans nos histoires et surtout, outre la représentation, être inspiré et se dire ok, telle personne avait peut-être moins de moyens que moi, elle a réussi à faire de grandes choses. Comment moi aussi je peux faire de grandes choses? Et après chaque personnage, justement, tu sais, je mets des petites questions ou des petites leçons de vie en disant, ok, sa vie, ça a été ça, les leçons de vie que tu peux retenir, c'est ça, ça, ça. Il y a peut-être d'autres leçons de vie. Bah, ok, pose-toi ces questions et comment ça peut t'inspirer à faire mieux. L'objectif, c'est de faire de son mieux, vraiment. Et justement, une chose qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il y a tellement de personnes qui veulent faire certaines choses, mais qui ont ce désir-là de juste paraître genre, c'est moi, j'ai fait ça seule. Et beaucoup de fois, il y a des projets qui ne vont pas se réaliser juste parce que tu as tout simplement ce désir d'être genre,
je l'ai fait tout seul. Mhm. Alors que c'est vraiment des fois l'union. Parce qu'on peut voir même dans l'histoire de René, il y a la voisine qui a joué un rôle très important. Totalement. Et il faut voir ce côté-là aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être nous regarder et qui ont des projets, qui ont des trucs et qui se disent mais je veux le faire et à la fin pouvoir dire que c'était juste moi tout seul. Je l'ai fait. Mais après, il faut se dire aussi qu'on a besoin des autres. On a besoin des autres. En fait, je pars du principe cette idée, et d'ailleurs, j'ai pas encore pris le temps. À chaque fois, je me dis, je vais le faire. Mais j'en profite, merci Pam. Cette idée au début était là depuis un moment. J'en ai parlé avec une amie, donc, qui s'appelle Bénédicte, Eva Magazine. Et je lui dis, ok, je veux faire ça. Elle me dit, ok, cool. Je lui explique le projet. Elle me dit, ok, on y va. Donc ça, c'était un on y va. On n'avait rien encore fait concrètement. Tu sais, il n'y a pas eu de paiement. Il y a juste eu ce on y va. Et avoir parfois juste un on y va. Tu sais, cette confiance parfois que tu n'as pas toi-même, juste pour toi. Mon mari est avec moi tout le temps, vraiment. Et c'est mon premier cheerleader, donc vraiment pom-pom girl. Tout ce que je fais, c'est bien, on est à fond et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Mais j'ai tendance à me dire, oui, mais tout ce que je vais faire, tu vas dire que c'est bien parce que tu es mon mari. Il me dit, non, si c'est pas bon, je dirais que c'est pas bon. Mais avoir quelqu'un d'étranger, d'extérieur, donc Bénédicte en l'occurrence, qui m'a dit, ok, on y va, je trouve que c'est un beau projet. Ça a été la première flamme, on va dire, du boucan. Je me suis dit, ok, quelqu'un qui ne me connaît pas si bien, je n'étais pas super proche à ce moment, trouve que le projet a un sens, a de l'importance. Donc je me suis dit, ok, on y va. On a commencé, on a travaillé ensemble. On n'a pas fait tout le projet ensemble, mais on a quand même fait une bonne partie ensemble. Tout ça pour revenir sur le côté où on ne fait pas forcément seul. Seul, je ne l'aurais peut-être pas fait, ou en tout cas pas aussi vite. Peut-être que je l'aurais fait, même pas peut-être, je sais que je l'aurais fait. Mais peut-être que je l'aurais fait dans 3 ans. Ouais. Mais moi, je m'étais dit, je veux faire ça là. Et pour faire ça là, il faut accepter que tu ne peux pas tout faire seul. Sortir de ce côté où on est individuel et c'est tout, je fais moi-même, etc. Non. Je pense que ça, il y a l'orgueil de se dire, mais je l'ai fait juste moi-même. Et en fait, ça ne retire rien à ton accomplissement si on t'a aidé. Totalement. J'ai été beaucoup plus vite parce que j'ai eu des personnes pour m'aider. Donc j'ai eu Bénédicte, mais j'ai eu d'autres personnes, tu vois. Et c'est pas forcément des personnes qui vont travailler sur le projet en lui-même, mais c'est des ok, je vais te ramener à manger parce que je sais qu'en ce moment, tu dors pas beaucoup et tu n'as pas le temps parce que tu es en train d'écrire. Je vais te sortir de la maison. J'ai une amie qui m'avait sorti une fois en mode ok, prends juste tes affaires, je te ramène sur la plage. Elle avait fait à manger, Anne, elle avait fait à manger ça en mode juste on prend 1 heure pour te couper. Tu manges, tu profites de la mer, il avait plu donc on s'était pas baigné et après on repart. Mais tu as eu une coupure juste pour toi. Tu vois, c'est pas juste travailler sur le projet, en fait. C'est vraiment la globalité. Les personnes qui t'entourent dans ta vie et qui sont totalement investies et honnêtes et qui ont vraiment, en fait, cette volonté de t'aimer. Je dis pas juste de t'aider, je parle vraiment de t'aimer parce que je pars du principe que si tu m'aides avec vraiment la main sur le cœur, c'est que tu m'aimes. Je pars de ce principe. Donc, ceux qui veulent vraiment t'aimer et t'aider, dans ta vie, ils t'aident pour ton projet, de façon directe ou indirecte. Donc, le livre... Ok, il y a Bénédicte, il y a Agnès l'illustratrice, il y a beaucoup de personnes, mais il y a aussi des personnes dans ta vie personnelle qui vont indirectement t'aider dans ces projets professionnels. Tout ça pour dire qu'on ne fait jamais rien tout seul. Ou en tout cas, ceux qui le font, respect, mais c'est mieux de le faire accompagner. C'est beaucoup plus drôle. C'est plus drôle. C'est dur d'être seul. On n'est pas fait pour être tout seul. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Pourquoi on veut travailler seul ? Sincèrement. Et Joanne, là, on t'entend parler, tu as écrit un livre quand même, donc on va se dire peut-être qu'il y a toujours eu beaucoup de confiance, de la confiance, en fait, tu n'as pas un problème de confiance en toi-même et tout, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu bloquées à ce niveau-là, qui se disent, ouais, je veux faire ça, mais j'ai pas trop confiance, je sais pas si j'arriverai à le faire, ou des personnes qui, en fait, tout simplement n'ont pas confiance en elles-mêmes. Le conseil... En fait, tu as l'air d'avoir confiance en toi, mais je veux aller un peu plus en profondeur et savoir, est-ce que premièrement, ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est comme ça tout le temps? Ok. Le meilleur conseil... J'ai fait du théâtre. Okay. J'ai fait du théâtre quand j'étais en première et terminale. Quand j'étais en France, j'ai fait du théâtre, des cours de théâtre pour passer le bac en plus, c'est bien pour avoir des points supplémentaires. Ouais. Mais ça m'a appris surtout à jouer la comédie. J'ai toujours aimé jouer la comédie. Je pense que si j'avais pas fait autrice un jour dans ma vie, j'aurais voulu faire actrice. Juste pour le côté où on joue, en fait. C'est le côté où on joue. J'ai toujours été, je vais pas dire que j'étais une enfant timide. J'étais pas une enfant timide
qui ne pouvaient pas parler aux autres. J'étais très boute en train, j'ai toujours aimé faire des blagues. Mais c'est vrai qu'avec certaines situations de stress, il y a une part de timidité qui venait. Donc il y a des gens qui disent qu'il y a des extravertis ou les introvertis, et entre les deux, il y a les ambivertis. Ouais. Je me considère vraiment comme ambivertie parce que selon la situation, vraiment, c'est horrible. Ouais. C'est vraiment horrible. Et avec le stress, pour avoir une petite idée, tellement que le stress va loin pour moi, pour le bac de français, donc là je vais le dire, maintenant c'est derrière moi, mais pour le bac de français, tu dois parler ou tu dois... Non, c'était à l'écrit. Écrit au début, j'étais tellement stressée, déjà j'ai pas pu manger, que j'ai vomi, littéralement, en pleine salle. Wow. Juste le stress. Parce que je ne pouvais pas, je n'arrivais pas. Le stress, en fait, vraiment me paralyse. Pourtant, je fais toujours, haha, je suis toujours bout en train, je rigole, etc. Mais une fois que je suis stressée, je tremble, je perds mes moyens, je n'arrive plus à parler, j'ai vomi. Enfin bref, il y avait eu vraiment beaucoup de choses. Ou mon bac, donc là en terminale, j'ai eu un torticolis. J'étais tellement stressée que mon corps s'est bloqué. Donc tu commences le bac et tu as un torticolis. Donc pour la petite histoire, je suis, ou en tout cas j'ai une partie stressée. Je ne suis pas tout le temps à l'aise, mais où le théâtre est intervenu, c'est le côté où tu apprends à faire semblant, entre guillemets. Et jusqu'à maintenant, quand j'ai des moments de stress, dernièrement j'étais stressée, je disais à maman, genre vraiment je suis stressée, j'ai peur. Et elle me dit, Joanne, tu fais comme tu as toujours fait. Et c'est vrai, j'ai toujours fait comme du théâtre. Ça ne veut pas dire que je vais mentir et dire, ah oui, ça va très bien. Non, je vais te dire, non, je suis très stressée, je ne me sens pas bien, etc. Mais tu arrives quand même à agir. Mais je vais faire semblant. Comme... Est-ce que c'est pas plutôt un pas de foi, dans le sens où tu sais ce que tu vis, mais tu décides de tout simplement agir comme tu voudrais te sentir de préférence. Totalement. Genre, peut-être que si tu écoutais de la situation, tu serais en train de trembler et tout, mais tu te dis non, en fait, je vais agir comme ce que j'aurais aimé qu'il soit. C'est exactement ça. J'ai mis dans le livre, il y a une phrase que j'ai mis, je ne peux pas te la citer par cœur, mais que l'audace, c'est la foi de sauter sans avoir la certitude qu'on tombera sur nos deux pieds. Ouais. Et pour revenir sur ta question, est-ce que ce n'est pas justement par foi? Oui. Je fais semblant en me disant, bon, il faut faire semblant de façon physique, montrer que ça va bien, mais c'est parce que je sais qu'au bout du chemin, ça va vraiment aller bien. Oui, franchement, je pense que ça, c'est une bonne astuce pour les personnes qui peut-être se retrouvent parfois bloquées par le stress et tout. Mais en même temps, dans le processus pour le livre et tout, ça ressemblait à quoi? Peut-être les moments de doute ou les moments où tu n'avais pas confiance nécessairement? Ça ressemblait à beaucoup de jours de pleurs. Beaucoup de pleurs, peu de sommeil. À toujours poser la question... Enfin, il y a des moments où vraiment je parlais pas, j'étais désagréable. Mon pauvre mari. J'étais désagréable dans la maison en mode oui, ça n'a pas de sens, etc. Où tu perds confiance en fait dans ton projet. Tu te dis, mais est-ce que ce projet est réellement bon? Enfin, oui, j'ai commencé à travailler dessus, mais au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que c'est beaucoup de dépenses. Et je parle pas forcément que physique, là, je parle même en termes d'investissement budgétaire. L'argent, j'ai vraiment payé beaucoup, énormément pour ce projet. Mais pour revenir sur ton terme, la foi, c'était la foi de se dire que, comme je le dis au début, si ce rêve a été planté dans ma tête, c'est qu'il est bon. Il est bon. Il ne sera pas parfait tout de suite. Voilà, je ne suis pas rich, millionnaire, etc. en me disant, j'ai écrit un livre. Non, c'est pas l'objectif déjà de cette collection. Mais c'est avoir la foi de se dire, ok, je veux arriver à ce point B. Donc je vais tout mettre en œuvre pour arriver à ce point B. Il y a des moments de doute, il y a des moments de pleurs, il y a des moments où tu t'embrouilles, littéralement, tu as des disputes, et pas forcément dans ton couple, mais avec les personnes avec qui tu travailles. Il y a des incompréhensions, il y a vraiment beaucoup de choses parce qu'on reste des humains. Mais c'est toujours garder en tête, ok, il y a tout ça qui arrive, mais je veux arriver là. Je m'étais mise des dates. C'est peut-être, des personnes vont dire que c'est peut-être anxiogène de se mettre des dates. Même moi, ça m'a mis beaucoup d'anxiété de me mettre des dates, et quand j'arrivais pas à tel résultat, à telle date, c'était pas forcément bon comme résultat, mais me connaissant un petit peu, je sais que si je mettais pas des dates, j'aurais beaucoup procrastiné. Ouais. Donc j'étais obligée de me mettre des dates. Je n'ai pas réussi dans les délais. Le livre devait sortir depuis septembre, à la base. Mais ça me permettait vraiment d'avancer en me disant, ok Joanne, tu t'es fait une promesse à toi-même. Les gens, ils étaient même pas au courant. Tu n'étais pas au courant que j'écrivais un livre. En septembre, le livre n'est pas sorti, ça n'a rien changé à ta vie. Mais moi, je m'étais fait cette promesse à moi-même, ok, en septembre ça sort. Ce n'est pas sorti, ok, qu'est-ce qui a manqué de moi-même pour que ça ne sorte pas? Ok, je vais travailler 2 fois plus, ou on va... Tout s'ajuste. Rien n'est parfait, tout s'ajuste.
mais je me suis mise des dates. Et je pense vraiment, quand on a un projet, c'est se mettre des dates, des deadlines pour avancer. En tout cas, si on a un cerveau qui part un peu dans tous les sens comme le mien. Mais je pense aussi que là, ça me parle parce que justement, je parle souvent de cette balance entre autodiscipline et autocompassion. Donc, c'est vrai que tu te mets des dates, ça te permet de te discipliner et de pouvoir respecter ces dates. Ouais. Mais en même temps, si ça arrive pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas pu terminer à temps, il faut aussi de l'autocompassion. Il faut accepter, vraiment. Il ne faut pas être trop dur avec toi-même non plus et te dire, mais voilà, comme tu as dit, tu as fait l'analyse, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu respecter cet objectif, ce deadline? Et voilà, tu continues. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont tendance à se dire, j'ai pas respecté le deadline, c'est bon, je laisse tomber le projet. Non. Littéralement. Tu continues. Tu tombes, tu te relèves, tu continues. Tu tombes, tu te relèves, tu continues. Tu augmentes en connaissance et en expérience. Et il y a des erreurs que tu ne vas plus faire peut-être à la longue. Et je pense que ça, c'est très bien de pouvoir équilibrer les choses. En fait, c'est pas juste mettre l'autodiscipline, mais c'est aussi ajouter l'autocompassion. Totalement. C'est ce qui crée la balance. Et tu sais, là, quand ça devait sortir, alors au début j'avais visé, parce que pour que ça sorte en septembre, il faut savoir que ton livre doit être prêt un mois avant, donc depuis août. Donc depuis août, j'étais déjà dans un bad trip en me disant, ok, le livre n'est pas fini. Qu'est-ce que je fais? Il y avait une personne dont je voulais parler, parce qu'à la base il y avait 4 personnages qui ne répondent pas. Et là j'ai eu un moment horrible, le mois d'août où j'étais au bout de ma vie. Jusqu'à mon anniversaire, je me rappelle le 19 septembre, j'étais vraiment pas bien. En me disant, tu avais vu ton projet d'une certaine façon, ça ne fonctionne pas parce qu'elle ne répond pas. J'ai voulu vraiment être dans le contrôle, parce que ça c'est aussi très humain, mais j'ai une partie un peu où je n'arrive pas à lâcher prise, tu vois. Donc j'étais en mode, oui, mais il faut que ça soit comme ça. J'ai imaginé le projet comme ça, j'avais déjà fait des illustrations, tout a déjà avancé, j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent, je ne peux pas faire sans cette personne. Et c'est à ce moment que le let go and let God, j'ai accepté. Et c'est à ce moment où j'ai pu avoir l'autocompassion dont tu parles pour me dire, Joanne, arrête d'être aussi dure envers toi-même. Parce que je devenais vraiment, c'était horrible, c'était vraiment pas beau. Ne sois pas aussi dur envers toi-même. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est que ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut accepter. Et j'ai accepté. Donc à ce moment-là, j'ai dit, ok, tu sais quoi, on enlève cette personne, on recommence, c'est pas grave. On va payer, on fait une autre couverture, c'est pas grave, on recommence. Et à ce moment-là, quand on te dit que tu acceptes quelque chose et que tu as des bénédictions qui se débloquent, il y a 5 autres bénédictions qui sont débloquées. Parce que justement, j'ai accepté de lâcher prise, d'être dans l'autocompassion et de me dire que je ne peux pas tout contrôler. Et avoir cette foi dont tu parlais tout à l'heure, de juste se dire, ok, je laisse, je travaille, je fais du mieux que je peux et on va voir comment ça se passe. C'est ça. Joanne, justement, là, en fait, je vois beaucoup de force, détermination. En fait, qu'est-ce qui te permet, d'où est-ce que tu puises cette force? Parce qu'en fait, il y a eu des obstacles, il y a eu beaucoup de trucs et je sais que, comme tu as dit, on travaille avec des humains, donc c'est pas toujours évident. Et tu avais un rêve, tout n'était pas... En fait, toutes les chances n'étaient pas de ton côté, mais tu as quand même pu réussir. Donc, d'où puisses-tu ta force? J'ai plusieurs sources. Tu sais, c'est que tu as plusieurs... Il y a des gens qui ont des sources de revenus, et moi j'ai des sources de force. J'ai un entourage, mais quand je dis entourage, je parle vraiment de mon entourage très proche, en or, vraiment. Donc j'ai déjà parlé de mon mari qui, vraiment sans lui je ne sais pas où est-ce que ce projet aurait été. J'ai des amis, vraiment, mais quand je dis amis, je fais la différence entre copines et amis. Ce sont des amis, ce sont mes sœurs limite. Vraiment, ce sont des personnes qui, elles peuvent dormir chez moi, elles peuvent avoir la clé de chez moi, enfin ça ne me dérange pas. Parce que c'est vraiment ma famille. J'ai ma maman. Ma maman, c'est mon rock. On est très fusionnels, donc parfois ça part un petit peu en cacahuète. Mais donc j'ai ce côté-là. Et comme je le disais au début, j'ai cette bénédiction. Je reste persuadée que j'ai cette bénédiction. Et on a tous cette bénédiction. Je ne dis pas que je suis meilleure qu'une autre personne. On a tous nos bénédictions dans nos vies. Mais je reste persuadée que j'ai une bénédiction. J'ai vraiment cette présence divine tout le temps qui est avec moi. Tu sais, il y a tellement de questions que j'aurais aimé pouvoir te poser. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu explorer. Mais pour terminer, en fait, tu me donnes cette impression-là de quelqu'un qui... En fait, la vie n'est pas toujours rose.
mais tu as décidé de ne pas t'abandonner toi-même. Donc, ça peut être difficile, il peut y avoir des obstacles et tout, mais tu as bien décidé à aller de l'avant. Donc, tu sais que tu as cette conviction-là de la bénédiction qui t'accompagne et tu continues à avancer, même quand c'est difficile. Il y a des choses que peut-être qu'on ne saura jamais. Mais est-ce que quand même il y a des moments où tu te dis, c'est bon, je suis trop fatiguée, genre, c'est trop difficile. Il y a eu des moments où je me dis, je suis fatiguée et vraiment je dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Vraiment, il y a vraiment des moments où je dis, mais Seigneur, pourquoi? Là, je comprends pas. Parce que j'aime comprendre, je reste humaine, tu vois, je me disais, ok, j'aimerais comprendre quelle est la finalité en fait. J'aimerais arriver au bout et me dire, ok, ça, c'est arrivé pour ça. Donc il y a des moments, oui, où tu es plus fatiguée que d'autres, mais je ne pense pas avoir déjà vécu un moment où je me suis dit, j'arrête. Jamais. C'est comme s'il y a encore une toute petite flamme qui est vraiment minuscule dans une grotte. Elle est là et qui est encore, tu te dis, ok, ça va prendre du temps, mais elle est encore là. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on te dit, tant qu'elle est là, je vais y arriver. J'en en tout, je vais y arriver. C'est juste qu'il y a des moments, c'est un peu plus long. Il y a des moments, la bénédiction que tu souhaites, c'est pas pour tout de suite, c'est pour peut-être l'année prochaine. Et c'est injuste parfois, parce que tu te dis, mais un tel, ils y arrivent, pourquoi moi je n'y arrive pas? Parce que je sais que je dois, que c'est une promesse entre guillemets. C'est comme si tu t'as fait cette promesse de la vie, mais voilà, j'ai eu la promesse d'avoir cette bénédiction, d'avoir ci, d'avoir ça ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est dur, mais je ne perds pas espoir. Et tu n'arrêtes pas d'essayer. Au fait, quand je dis, tu te dis, mais je suis trop fatiguée, et j'arrête, c'est plus genre, j'arrête d'essayer. Non, j'arrête pas. En fait, je me dis, je sais plus si c'est soit ma maman, soit mon père, je sais pas. Bref, si en gros la porte est fermée, il y a des fenêtres. Pas grave. On va chercher autre. Ça fonctionne pas comme ça. Ok. Comment je veux fonctionner? Je veux arriver à ce point B. On va chercher une autre solution. Et il y a des milliers, des millions de solutions. Il y a le stage que j'ai fait l'année dernière, on te dit chaque personne, 100% possible, 100% de fois. Donc chaque personne dans une salle va te donner une solution différente pour le même problème. Donc tant en fait que j'aurai un problème ou quelque chose dans ma vie que je veux atteindre, ça va toujours fonctionner. Peut-être pas avec la solution A, la solution B, mais il y a d'autres solutions qui vont venir. Donc il faut juste attendre, entre guillemets. Donc quand je dis attends, je sais pas qu'on est là et puis on attend la vie. Non, on est proactif. Mais il faut attendre en fait le moment où la bénédiction sera pour toi. C'est très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. Parce que je dis, mais parfois le temps est long. Mais je n'abandonne pas. Je pense que c'est l'essentiel. Ne pas abandonner. Ne pas être pressé. C'est pas demain tout va arriver. C'est parfois compliqué de ne pas être pressé, mais ça arrivera. Tôt ou tard, ça arrive. Ouais. Franchement, merci Joanne. Merci, il y a tellement de choses à dire. Grave, on est deux, genre. Bon, on n'avait pas fini de parler. Mais merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Franchement, je sais qu'il y a... Je sens que tu as encore beaucoup de choses à partager. Et on n'a même pas trop parlé du livre. C'est fou, c'est impressionnant. Là, c'est la première fois que je parle comme ça, je me dis waouh, c'est impressionnant. Merci, vraiment merci parce que je n'avais jamais fait ça et je trouve ça génial. Et comme je disais à Joanne, moi j'ai fait preuve d'audace en l'invitant à mon podcast alors que j'ai même pas encore le nom pour ce podcast. Ça va venir. Donc comme ça, tu vas dire c'était là depuis le début, ça va venir. Tu vas dire ok, c'était ça. Je ne savais pas encore, mais c'était ça. Ouais, non, totalement. Merci Joanne, merci pour ce livre. Merci à toi. Merci pour la personne que tu es. Et franchement, à la prochaine, parce que j'espère que ça sera pas le dernier épisode avec toi. C'est bon, là, je prends un rendez-vous. Je suis prête pour la suite. Mais d'accord, merci à tous d'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau épisode. Super. Bye bye.